Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 23 septembre. La mystérieuse vague de mutilations d'équidés se poursuit en France et même en Europe. Depuis cet été, les chevaux sont la cible d'attaques jusqu'ici non expliquées. Si nos départements sont pour le moment relativement épargnés, les propriétaires sont inquiets. Reportage à suivre. C'est une reconnaissance de taille. La villa du parc d'Annemasse a obtenu le label de Centre d'art contemporain d'intérêt national. 40 établissements ont cette distinction en France. Précision à suivre de Jean-Paul Crespi. Avant de développer ces titres, nous allons revenir sur la rentrée des classes. Nous avions reçu vendredi dernier le président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ce soir, nous nous intéressons aux plus jeunes avec la directrice académique de Haute-Savoie, Mireille Vincent. Bonsoir, merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Alors, le retour à l'école était évidemment très attendu après le confinement et les vacances d'été. En cette fin de mois de septembre, quel est le premier bilan que l'on peut faire? Est-ce que l'organisation mise en place fonctionne bien dans les écoles de Haute-Savoie? Bonsoir, merci de me permettre effectivement de revenir sur cette rentrée. D'abord, je voudrais dire qu'au cours des visites que j'ai pu faire, comme des informations qui me sont remontées par les inspecteurs, par les chefs d'établissement, c'est d'abord un sentiment généralisé d'une grande satisfaction de toutes les équipes de retrouver leurs élèves et de tous les élèves de retourner en classe. Je peux aussi affirmer qu'en préparation de la rentrée, il y a eu un véritable travail de fond qui a été conduit par les personnels de direction, par les agents des communes, pour préparer au mieux la rentrée dans le sens de pouvoir respecter pleinement le protocole sanitaire. C'était vraiment l'enjeu majeur. Et à ce titre, l'expérience que nous avons vécue à la sortie du confinement a été un atout. Et puis, ceci dit, je ne balaye pas d'un revers de main le fait que ça ait donné une certaine complexité, notamment dans les organisations. Mais je peux dire que chacun a fait preuve d'un grand professionnalisme et une volonté de le mettre en œuvre. Et puis, je voudrais aussi dire que des informations là, sur les 3 semaines qu'on vient de vivre, qui remontent du terrain, témoignent que les adolescents, collégiens, lycéens appliquent vraiment, dans la plupart des cas, le respect des gestes barrières, y compris le port du masque, qui constitue quelque chose qui est complexe et qui n'est pas habituel. Donc c'est une entrée bien sûr particulière, mais je dirais bien préparée et qui s'est déroulée dans les meilleures conditions qu'on pouvait imaginer. Le protocole sanitaire que vous évoquez a été allégé en début de semaine. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, je n'utiliserai peut-être pas nécessairement le terme allégé parce qu'il a été adapté. Il a été adapté aux évolutions constatées par le Haut Conseil de santé publique et à partir de ce qui remonte des scientifiques, que ce soit sur le territoire français ou bien au-delà. Les éléments qui ont été d'abord réaffirmés, et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas parler d'allègement en direct, c'est que la nécessité de respect par tous des gestes barrières, du port du masque pour les élèves à partir du collège et des adultes en intérieur, en extérieur. Par contre, effectivement, la particularité, elle est sur tout ce qui est autour des éléments qui identifient les cas contacts à risque en école élémentaire ou maternelle, où là, effectivement, il y a une forme de discernement où seuls les élèves qui constituent des cas à risque par rapport à leur famille, par exemple, ou qui sont des cas positifs avérés, sont isolés. Ça veut dire qu'on ne ferme pas systématiquement une classe si on détecte un cas de Covid? Ça veut dire effectivement que jusqu'alors, lorsqu'il y avait un cas de Covid positif au sein d'une classe, l'ensemble du groupe classe, alors si bien sûr cet élève avait fréquenté dans les délais qui sont prévus donc à partir du moment où il a eu le test et avant, où il était symptomatique, ces élèves-là jusqu'alors étaient considérés comme cas contact à risque et étaient isolés. C'est 14 jours d'abord, puis 7 jours après. Là, cet élève, et seulement cet élève, va être considéré comme étant, alors soit il est positif, soit cas à risque, et va être isolé. Néanmoins,
Les éléments peuvent être en évolution si on a des cas multiples, et on parle de 3 cas dans une classe qui seraient issus de familles différentes et qui seraient testés positifs. Et dans ce cas-là, et je tiens à préciser que l'ensemble des dispositions sont prises, l'ensemble des dispositions est pris au sein de la DSDEN, mais par une équipe. Nous avons un service médical, 2 médecins, un médecin de santé pour les élèves, un médecin de prévention pour les personnels, une infirmière, en lien permanent avec l'ARS. Et à partir de ces éléments-là, nous travaillons sur ce qui fait consensus à partir de ces règles. À l'heure actuelle, est-ce que des classes ont dû fermer? Est-ce qu'il y a des élèves de primaire ou des collégiens qui sont à la maison? Alors, il n'y a plus d'écoliers qui sont effectivement dans une situation d'isolement, qui faisaient soit au sein d'une classe, soit un groupe d'enfants. Nous avons eu durant les 3 semaines un peu plus d'une vingtaine de classes concernées, et ça impliquait 19 classes qui fait moins de 2% 19 écoles, pardon, moins de 2% de nos écoles. Il reste un établissement du second degré. Ce qu'on peut noter néanmoins, c'est que le port du masque dans le second degré est une barrière réelle qui a permis, lorsqu'il y avait des cas contacts ou des cas avérés positifs, qui a permis de limiter le fait d'isoler, ce dont on peut se féliciter. Est-ce que vous avez des retours, que ce soit du corps enseignant, des parents ou même des élèves? Comment vivent-ils cette rentrée un peu particulière? Alors c'est un peu ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que la période qui a été vécue par tous à partir du 16 mars a été très marquante, voire traumatisante, et que l'enjeu aujourd'hui c'est de retrouver les élèves, de remettre les élèves dans leurs apprentissages, de les mettre aussi dans un lien social avec leurs camarades, de reprendre certaines activités. Au-delà des fondamentaux, il y a tout ce qui est activité physique sportive aussi, les projets culturels. Donc je crois que l'ensemble des équipes est mobilisé autour de ça. Est-ce que le corps enseignant a relevé un certain retard qui aurait été accumulé après ce confinement? Alors, je n'utiliserai pas le mot retard, mais j'utiliserai le fait qu'on a effectivement une grande hétérogénéité au sein des classes et que, comme la circulaire nationale nous l'indique, le travail, dans un premier temps, consiste, est déjà engagé, à poser un diagnostic par rapport aux acquis de chaque élève, d'une part par rapport à des évaluations nationales, mais aussi des éléments qui ne sont pas les évaluations de CP, de CE1, de 6e, et qui permettront d'apporter, et notre perspective forte, c'est déjà jusqu'aux vacances d'automne de renforcer l'accompagnement personnalisé pour pouvoir compenser là où il y a des fragilités d'élèves, mais au-delà, s'il y avait des besoins, effectivement, y compris les mois de novembre et de décembre, et des moyens ont été déployés pour ça, pour permettre de donner plus d'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres défis, mis à part cette gestion de la Covid, pour les services de l'éducation nationale en Haute-Savoie ? Alors oui, il y a d'autres défis. Il y a un temps fort qui est organisé d'ici 3 semaines, qui s'appelle les États généraux du numérique, qui fait suite à cette période de confinement où le numérique a été mis en avant. Et donc nous attendons beaucoup de ce temps-là, qui sera relayé par un temps national au mois de novembre, sous la présidence du ministre, parce que là, il y a la perspective de mutualiser toutes ces pratiques. Et les autres défis, ce sont bien sûr tous les enjeux qui sont nos priorités, que j'ai pu citer sur les parcours culturels, mais aussi en lycée, la réforme du lycée, la rénovation de la voie professionnelle. Et ce sont bien sûr des priorités qu'il ne faut pas passer sous silence par cas de Covid. Voilà. Beaucoup de chantiers que nous suivrons avec attention. Merci beaucoup. Merci. Mireille Vincent d'avoir accepté notre invitation. Le phénomène touche toute la France et nos départements ne sont pas épargnés. En Savoie, 2 chevaux d'une monitrice d'équitation ont été la cible d'une attaque la semaine dernière à Domessin. Alertée par ses chiens, elle est arrivée juste à temps pour surprendre les suspects toujours en fuite. En Haute-Savoie, aucun cas n'a pour le moment été rapporté, mais les propriétaires de chevaux prennent des mesures de précaution. Reportage d'Aude Frappin.
Au centre équestre de la Cravache à Annecy, la vague de mutilation sur chevaux inquiète. S'il n'est pas question de céder à la psychose, le sujet est tout de même pris très au sérieux par les gérants. On entend beaucoup parler de ces histoires macabres, donc on est évidemment très très inquiets. C'est une situation un peu préoccupante. D'ailleurs, les gens sont alertés, il y a un peu de psychose qui s'installe, on essaie de calmer le jeu et puis de rassurer les propriétaires de chevaux. C'est notre rôle, aussi bien au niveau du comité régional d'équitation dont je suis le président du club aussi, et puis on travaille avec les instances locales. La semaine dernière, une réunion à la préfecture était tenue pour donner aux éleveurs et directeurs de centres équestres des recommandations pour protéger leurs équidés. Il nous a été donné des conseils, surveillance des chevaux et éviter quand on peut de les laisser la nuit, puisque ça se passe plutôt la nuit, dans les prés, les rentrées, ne pas laisser de licol à côté des chevaux et puis de surveiller, d'être vigilant. Mais les gérants du centre équestre n'ont pas attendu la réunion pour se prémunir de ce type d'attaque. Le centre débourse environ 300 € par mois dans un système à la Big Brother qui lui est bien utile. Nous avons, installé depuis déjà quelque temps des caméras de surveillance, donc on essaye de mettre en place des mesures de protection maximum. Une nécessité pour ce centre qui accueille une quarantaine d'équidés. Depuis début septembre, les gérants de centres équestres ont également la possibilité de signaler leurs établissements auprès de la gendarmerie afin que celle-ci réalise des patrouilles. Nous n'avons pas encore mis en place cette procédure. On a des bons contacts avec la gendarmerie d'une façon habituelle. Donc c'est une possibilité qui est offerte aux dirigeants de centres équestres. Cet été, les cas se sont multipliés un peu partout en France. Plus de 150 enquêtes ont été ouvertes dans un département français sur 2. Pour répondre aux problèmes, un numéro vert a été mis en place afin d'accompagner les propriétaires de chevaux. La gendarmerie, elle, appelle à ne surtout pas intervenir. En cas de suspicion, il est demandé d'appeler le 17. Et je précise que le numéro vert est le 0800 738 908. Ce numéro est gratuit et une équipe de 15 spécialistes est mobilisée pour répondre aux appels. Le Foron se fait chouchouter. Des travaux de renaturation ont débuté en août entre Gaillard, à côté d'Annemasse, et Tonnay, en Suisse. L'objectif de ce chantier est d'éviter tout débordement et de redonner toute sa place à la nature autour et dans ce cours d'eau transfrontalier. Sébastien Germain nous en dit plus. Le 1er mai 2015, le Foron sortait de son lit et provoquait une crue dévastatrice pour bon nombre de riverains, particuliers comme professionnels. Depuis maintenant plusieurs années, les pouvoirs publics travaillent donc à trouver une solution pour ne pas revivre de pareilles situations. Le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, et l'Office cantonal de l'eau du canton de Genève ont donc lancé au mois d'août dernier un vaste projet de renaturation du Foron du Chablais-Genevois sur les communes de Gaillard et de Tonnay en Suisse. Alors on a d'abord l'élargissement du lit majeur de la rivière. C'est le lit qui permet de faire passer une crue quand on a vraiment beaucoup d'eau qui arrive. Avant on avait un lit qui était très contraint et on avait des lignes d'eau du coup qui pouvaient monter très rapidement dans le cas où on avait des orages sur les Voirons ou dans la région. Avec un lit qui est élargi, on se retrouve avec une capacité hydraulique beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment le premier objectif qui a été visé ici. C'est l'axe protection des biens et des personnes. Du fait de la complexité de ce chantier très restreint en espace et assez escarpé, les travaux se font sur une cadence moins rapide qu'à l'accoutumée. L'essentiel étant de préserver au mieux le milieu naturel, la faune et la flore. On profite de donner de la place à la rivière pour faire aussi un aménagement biologique et également un aménagement où l'on peut se promener, où les gens auront la possibilité de s'approprier la rivière. Là, on est quand même dans un milieu restreint, urbain, qui est un peu contraint par d'un côté la frontière, et de l'autre côté, vous voyez toutes ces constructions, c'est du minéral. Donc on essaye, en prenant de la place, de gérer au mieux pour faire un aménagement biologique et utiliser des végétaux autochtones. D'un coût total de 661 500 €, cette restauration de cette partie du Foron a donc également la particularité d'être une action binationale entre France et Suisse qui a pour but de mettre en avant la coopération transfrontalière. Et si les délais sont respectés, ces travaux devraient s'achever au premier trimestre 2021.
Une opération digne d'un film hollywoodien a eu lieu ce mercredi matin à Fourneau, près de Modane. Le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale a nécessité l'évacuation d'une centaine d'habitants. L'objet pèse une demi-tonne et contient 125 kg d'explosifs. Toutes les précautions ont donc été prises. Emmanuel Jaude était sur place. Il est 8h30 quand la petite ville de Fourneau passe en état d'alerte. En effet, sur les hauteurs de la commune, une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'être désarmée. Si l'engin avait été trouvé en 2019 lors de la création d'une route forestière, il aura fallu attendre plus d'une année pour réunir les conditions nécessaires à sa neutralisation. C'était prévu il y a 1 an. Et puis avec les neiges précoces de l'année dernière, le terrain gelé, puis après le Covid, on a tout reporté. Et donc 1 an après la découverte, les démineurs sont là et on va s'en occuper. Pour nous, c'est un événement un peu exceptionnel. Mais en 77, donc il y a quelques années déjà, il y a 43 ans, une première bombe avait été explosée sur place lors de la construction du viaduc et de la rampe d'accès au tunnel routier du Fréjus. Donc c'est des choses qui arrivent. On le sait, c'est vrai que là ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Un événement exceptionnel et pour cause. L'explosif avait été largué d'un avion lors de la vague de bombardement de la Maurienne. Même pour les équipes de déminage, habituées à ces procédures, l'opération reste particulière. Une bombe comme ça de 2000 livres, il faut savoir que ça contient quand même à peu près 160 kg d'explosifs. Donc Modane et Fourneau ont été bombardés, donc c'est pas un obus. Voilà, ça il faut savoir que c'est largué par avion, à l'inverse des obus qui sont tirés par canon. Donc vous imaginez 160 kg d'explosifs, quand ça devait arriver au sol, ça ébranlait tout. Donc voilà, c'est une opération un peu spéciale pour nous. En plus dans le coin, à 1500 mètres d'altitude. Et pour garantir la sécurité de la population, une zone de 400 mètres autour du site de déminage a été évacuée et l'autoroute coupée. Il faut dire que la manipulation d'explosifs vieux de plus de 70 ans nécessite une sérénité certaine. Notre but, nous, c'est de la désamorcer, c'est de retirer le système d'amorçage pour pouvoir rendre la bombe déplaçable, transportable, pour pouvoir l'emmener sur un terrain adéquat pour pouvoir la détruire. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'action du temps. Donc ça fait 70 ans, plus de 70 ans qu'elle est là. Donc après, on ne connaît pas l'état de corrosion, l'état de l'explosif, etc. Donc on prend toujours les mesures de sécurité qui vont bien, avec un créneau horaire assez important, parce qu'on peut avoir des soucis lors du dévissage, ça peut être rouillé, ça peut casser. Donc là, c'est super bien passé, ça a pris 1 heure. Quant à cet engin historique, il n'en a donc plus pour longtemps. Il est d'ores et déjà en route pour Colmar et un centre spécialisé dans lequel il sera explosé en toute sécurité. La villa du parc d'Annemasse s'est vue attribuer par le ministère de la Culture le label de Centre d'art contemporain d'intérêt national. Plus qu'une reconnaissance, c'est un aboutissement pour ce lieu dédié à l'art qui privilégie depuis sa création le travail avec les artistes et la médiation culturelle en région Auvergne-Rhône-Alpes. Seuls 2 centres sont ainsi labellisés Centre d'art contemporain d'intérêt national. Jean-Paul Crespi a rencontré la directrice des lieux, reportage. Un label pour récompenser un lieu culturel dédié à l'art contemporain. La Villa du Parc s'est vue attribuer par le ministère de la Culture le label Centre d'art contemporain d'intérêt national pour la qualité de son accompagnement des artistes et son identité singulière au service de la création contemporaine. Créée en 1986 à l'initiative d'artistes locaux et de la ville d'Annemasse, la Villa du Parc a su en plus de 3 décennies soutenir des projets artistiques ambitieux par des expositions originales, des événements parfois surprenants et des programmes pédagogiques basés sur l'expérimentation, la sensibilisation et l'émancipation à l'art par l'art contemporain. C'est la reconnaissance que l'art contemporain, que la sensibilisation à l'art contemporain a un intérêt sociétal. Et je pense que ce label, c'est d'abord un label d'intérêt national pour le centre d'art, mais d'intérêt général pour la structure, qui montre que oui, initier à l'art contemporain, ça permet l'émancipation en fait, de réfléchir à ce qu'on regarde, à la manière dont on pense, que les images ne sont pas données sans arrière-pensée, et que nous, ce qu'on fait ici, c'est apprendre aux gens à regarder des images, ce qui paraît quand même fondamental à l'heure actuelle. Depuis 34 ans, plus de 1000 artistes ont été exposés et plus de 200 œuvres originales ont été produites par le Centre d'art. 240 000 personnes, dont 100 000 scolaires, ont ainsi pu visiter les expositions de la Villa du Parc.
C'est une grande fierté d'être connue à un niveau national. Annemasse est une ville qui est en expansion, mais enfin qui est une petite ville. Et donc voilà, il y a une quarantaine de centres d'art labellisés en France. Annemasse, maintenant, enfin la Villa du Parc en fait partie. Et à ce titre-là, je suis contente pour le territoire. La Villa du Parc peut s'enorgueillir d'être désormais un acteur essentiel de la création contemporaine, ouvert au public les plus larges pour que tout un chacun puisse partir à la rencontre de l'art de notre temps. Ce label national récompense également toutes les équipes qui se sont investies sans retenue dans cette grande aventure associative. C'est la fin de ce journal. Merci d'être fidèle chaque soir à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous juste après la météo. Vous retrouvez Sébastien Germain pour la suite de son panorama consacré à l'École supérieure d'art d'Annecy. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée sur notre antenne. À demain.